Merci Madame Dollfus de me permettre de prendre la parole. Merci aux organisateurs des JPJAD, aux trois présidents aussi, mais merci à Madame Bloch. Alors, je vais vous parler effectivement de la dysrégulation de la réponse au stress avec une approche basée sur les patients, mais qui reste une approche que j'ai voulu un peu scientifique. Qui, vous allez voir, s'est appuyé sur un grand nombre de données de la cohorte ICAR pour montrer un petit peu la complexité qu'on peut rencontrer quand on s'intéresse à ces questions de stress, et en particulier de cortisol. J'ai limité la partie stress à la question du stress biologique et donc la partie du stress lié aux phénomènes psychosociaux, puisque quand vous parlez de stress, que vous prenez la définition de l'OMS, le stress est un ensemble de réactions automatiques, biologiques et neurophysiologiques nécessaires à l'organisme pour s'adapter et répondre à des situations nouvelles ou inattendues, ou d'intensité, de difficulté, de fréquence inhabituelle. Et en fait, c'est une définition un peu tautologique, puisqu'en fait, on appelle stress qui est une réaction à des agents stressants. Donc finalement, on a couvert un panel large quand on parle du stress. Et en neurobiologie, si on peut reprendre par exemple ici une définition qui était donnée par notre collaborateur portugais Sousa, c'est une réponse cérébrale à une demande ou un challenge, à un défi, avec cette notion que finalement on est dans des stresseurs qui sont soit réels, soit aussi des stresseurs qui sont perçus, et qu'en fonction de l'individu, en fonction de sa vulnérabilité, il peut attribuer une valeur différente au stress, avec une notion aussi qui est la notion que la dynamique temporelle joue dans la question du stress, puisqu'on l'a vu depuis tout à l'heure, le stress aigu est différent du stress chronique, et il y a probablement là des différences notables et qui compliquent l'étude encore du stress. Et puis aussi, l'intensité du stress est probablement médiée par notre patrimoine génétique. On n'est pas tous, par exemple, phobiques pour les mêmes choses. Par exemple, la transmission de la phobie aux piqûres de sang est déterminée par un certain nombre de patrimoines génétiques, où il y a des familles de gens qui ont peur d'être prélevés. Alors, pour introduire un petit peu pourquoi on s'intéresse à cette question du stress, c'est une introduction d'abord sur la génétique de la schizophrénie. Vous savez que la schizophrénie dans la population générale représente à peu près 1% de la population générale, et puis en fonction du patrimoine génétique que vous allez partager avec un apparenté malade, vous allez avoir un risque qui va augmenter de manière non linéaire ici. Et donc, en fonction, par exemple, si vous arrivez à 100% de patrimoine génétique partagé, c'est-à-dire que ce sont des jumeaux monozygotes qui ont le même patrimoine génétique, vous avez un risque sur 2 d'être atteint de la schizophrénie, mais ce n'est qu'un risque sur 2. C'est-à-dire que vous avez encore 50% de gens qui ne développeront pas de schizophrénie en ayant pourtant le même patrimoine génétique qu'un individu schizophrène. Et donc, ça prouve bien qu'il y a une part importante qui est laissée aux facteurs environnementaux, d'où la naissance d'un modèle très partagé dans la communauté scientifique, qui est la question du modèle gène-environnement. Alors ici, pour reprendre un peu une étude qui a été publiée dans Nature, vous voyez que par exemple, chez les gens qui ont des antécédents génétiques, donc G+, ici, ou les gens qui n'ont pas d'antécédents génétiques G- ici, vous voyez que il y a un effet combiné entre le fait d'avoir un apparenté qui est atteint de maladies psychiatriques, de schizophrénie, et croisé avec le risque d'être schizophrène qui est lié à la vie en milieu urbain. Donc finalement, vous voyez que ici, chez les gens qui n'ont pas d'apparenté malade, le risque, quand on vit en ville, est beaucoup plus faible que celui qui a la double conjonction des facteurs. Alors, on peut faire ça sur un grand nombre de facteurs épidémiologiques, soit des facteurs prénataux qui sont le stress vécu chez la mère, qui sont probablement des agents infectieux, et puis tout un tas de facteurs postnataux, ici le cannabis par exemple, mais aussi le traumatisme dans l'enfance, la question de la vie en milieu urbain, et la question d'une position minoritaire en termes de groupe social. C'est comme ça qu'on explique que l'immigration de population soit des facteurs à risque, des facteurs environnementaux à risque de développement de maladies psychiatriques. On voit que ici dans ces listes de facteurs environnementaux, le traumatisme, la vie en milieu urbain et la position du groupe social sont 3 facteurs psychosociaux qui peuvent être liés à la question du stress et à la question de la biologie du stress de manière plus large, puisque juste un graphique pour reprendre un petit peu ce que disait en première communication Julie, vous avez une sécrétion de différentes hormones au sein de l'axe corticotrope, avec une régulation ensuite par le cortisol négatif sur la sécrétion d'ici de CRH, ADDH, mais aussi d'ACTH. Et donc en fait, il y a au sein de cet axe corticotrope une sorte de régulation qui se fait. Et
les études en psychiatrie se sont attachées à essayer d'identifier des anomalies dans différents marqueurs ici hormonaux, avec une nette prédominance des études qui s'intéressent à la question du cortisol. Alors, ce cortisol, il a justement changeant au cours de la journée. Ici, vous avez pendant la nuit, il est au plus bas, et puis il augmente avec normalement un pic au moment du réveil. Puis ensuite, il décroît dans la journée pour atteindre un niveau le plus bas, à nouveau au moment du coucher. Et cette courbe de cortisol montre qu'en fait, on est déjà dans une difficulté qui est que c'est un marqueur dynamique, c'est un facteur qui va changer au cours du temps, et donc l'étude va être difficile. Alors pourquoi, sur quels arguments on peut se fonder pour dire qu'il y a une anomalie de la réponse au stress chez les patients psychotiques? Alors le premier argument, c'est que ce que je vous ai donné là, c'est-à-dire que les facteurs environnementaux vont contribuer à la dérégulation de l'axe corticotrope. Le deuxième, c'est qu'il y a des coexistences de maladies de Cushing avec des symptômes psychiatriques, ou que si on administre des corticoïdes à des patients, on sait qu'ils peuvent avoir des éléments psychotiques ou des éléments d'agitation. Juste ici, un case report dans le Lancet 2002 qui décrit une patiente qui prend du poids et qui devient schizophrène, et qui, après identification au niveau des surrénales de son hyperplasie surrénalienne, va être opérée et va guérir de ses symptômes psychiatriques. Ensuite, dans les autres arguments, il existe une relation synergique entre le cortisol et les circuits dopaminergiques. Ça, Julie en a parlé, mais par exemple, dans cette étude qui a été faite en 2012, ici vous avez des sujets sains, ici des sujets à risque de devenir schizophrènes, et puis ici des schizophrènes. Vous voyez que la réponse au cortisol n'est pas la même en réponse à une tâche stressante qui était en fait, c'était une tâche de calcul mental tout en passant une IRM. Et en fait, le sujet a beau donner la bonne réponse, on lui fait croire qu'il a donné la mauvaise réponse, ce qui induit un stress au cours de la passation. Et en fait, cette différence de cortisol au cours du temps est directement en lien avec ici la sécrétion de dopamine chez les sujets. Ici vous voyez qu'il y a une sorte de relation dose-effet au sein du striatum. Ensuite, le plus gros argument sur lequel se sont basées les études sur le taux de cortisol, c'est qu'on a constaté que chez les patients, il y avait une dérégulation de la sécrétion de cortisol, et puis que les traitements, à l'inverse, pouvaient diminuer le taux de cortisol que présentaient les patients. Alors les données sont assez connues et sont assez larges aujourd'hui. Par exemple, sur cette méta-analyse ici, vous voyez qu'il y a un grand nombre d'études qui sont listées ici, donc chez les patients schizophrènes, avec ici un effet significatif. Alors ici c'est un G de Hedge, mais du coup vous avez une tendance, c'est significatif, mais vous avez plus de cortisol basal, c'est-à-dire au moment de la matinée. Vous prenez du cortisol chez des patients et chez des sujets sains. Les schizophrènes auront plus de cortisol circulant. Et vous voyez que vous avez un effet assez faible. Et puis surtout, vous avez un effet qui peut se retrouver dans d'autres pathologies. Et donc là, c'est comparé des bipolaires et des sujets contrôle. Et donc vous avez à peu près le même effet. Et en fait, quand on compare par exemple des schizophrènes et des troubles bipolaires, on n'a plus du tout aucune différence. Donc il y a une émergence comme ça d'un certain nombre de raisonnements autour du cortisol de manière catégorielle. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, il y a un grand nombre de choses qui sont partagées à travers les maladies psychiatriques. Et ce qui peut d'ailleurs nous convenir, puisque dans les sujets à risque qu'on suit, certains vont évoluer vers des troubles bipolaires, d'autres vers des schizophrénies, d'autres vers des pathologies plutôt dépressives. Et donc finalement, il y a une sorte de continuum comme ça qui émerge en tout cas sur le plan biologique. Et autre difficulté dans la question du cortisol, c'est que ici vous voyez qu'on n'est plus sur un temps fixe où on prélève le patient une fois dans la matinée et on fait des différences avec des sujets sains. Ici, on fait de la réactivité au stress. Et ici, donc, vous avez des sujets sains qui vont avoir une augmentation de leur taux de cortisol au cours d'une tâche stressante. Et puis, vous voyez que ici, sur des gens qui ont une psychose, vous allez avoir un espèce d'écrasement de la courbe. Et donc, il y a aussi une réactivité au stress qui est anormale dans cette pathologie psychiatrique. Ici aussi, ça c'est des méta-analyses pour la réactivité au stress. On voit qu'il y a une moindre réactivité au stress chez les sujets schizophrènes. La question essentielle, quand on voit des anomalies biologiques de ce type-là, c'est de se poser la question de savoir si c'est une cause, une conséquence, un épiphénomène.
Finalement, on pourrait très bien imaginer qu'un sujet qui expérimente des symptômes psychotiques puisse ressentir un certain stress lié à ces symptômes, et que finalement, on ne mesure que le stress ressenti par le sujet parce qu'il a ces symptômes-là ou qu'il a du mal à s'insérer dans un groupe social. Mais une autre hypothèse serait que les modifications de la cortisolique puissent préexister à la psychose. À ce moment-là, on va les regarder chez des sujets à risque, chez des sujets premier épisode. Et si on a une préexistence de ce phénomène-là, on peut avoir des arguments pour penser que possiblement il y a quelque chose ici qui joue un rôle un peu de facilitateur ou de trigger de la transition psychotique. Alors, bon, ça c'était juste pour rappeler les différentes cliniques avec ici les sujets à risque qu'on appelle UHR, ultra high risk, et puis ici les gens qui ont des premiers épisodes psychotiques, first épisode psychosis, FEP, et puis après la psychose déclenchée. Et donc ça c'est un peu pour reprendre les questions du modèle de clinical staging, c'est-à-dire que vous avez différentes phases comme ça, et puis ensuite on peut imaginer que plus la phase de la maladie est grave, plus vos anomalies biologiques vont être marquées. C'est une hypothèse qui est plausible. Et donc, si on suit cette hypothèse, à ce moment-là, le cortisol devrait suivre cette évolution-là, devrait s'aggraver entre les différentes phases de la maladie s'il y avait un lien quelconque avec la maladie. Alors, pour ça, on a utilisé les données de la cohorte ICAR que décrivait Alice Aupetit ce matin. Donc, c'est une cohorte multicentrique dont Sainte-Anne est promoteur, qui est longitudinale, et qui regroupe plus de 300 sujets. On n'a pas des taux de cortisol pour tous ces sujets-là. On a à peu près 170 données de cortisol exploitables. Et puis, on s'est, dans un premier temps, cantonné à extraire des données, on va dire basales, c'est-à-dire au moment de la matinée, le sujet arrive, il n'est pas dans une phase de réveil, il n'est pas dans une phase de stress, et on prélève le cortisol par des salivettes, plutôt que par des prises de sang, parce qu'il peut y avoir un stress lié aux prises de sang. Ici, un peu les résultats. Donc, vous voyez, 93 sujets à risque, 52 contrôles, 24 sujets qui ont déjà fait un premier épisode psychotique. Vous voyez ici la moyenne du cortisol, ici les déviations standards. Vous voyez que d'emblée, ici, on n'est pas dans un résultat significatif. Et vous voyez que ici, j'ai listé d'autres facteurs qui sont des facteurs confondants connus. Alors, soit le sexe ratio ici, on sait qu'il y a une différence de cortisol en fonction du sexe, mais il y a aussi une différence de sexe dans les maladies psychiatriques, puisqu'il y a plus d'hommes atteints de schizophrénie que de femmes. Il n'y a pas de différence au niveau de l'âge ici, mais l'âge peut jouer sur le cortisol. Et puis, il y a la question des traitements que prennent les individus et la prise de cannabis également. Et puis, probablement, un effet de l'heure de prélèvement du cortisol, puisque c'est un facteur dynamique. Alors, ça, c'est juste pour montrer un peu le type de choses qu'on peut avoir quand on traite des patients. Ici, les sujets à risque ne sont pas traités, donc ils ont un taux de cortisol qui est plus élevé que des sujets contrôle ou que des sujets à risque qui sont traités. La question du cannabis aussi qui modifie en fait on va dire la courbe de cortisol au cours de la journée. Il y a tout un tas d'autres facteurs confondants qu'on n'a pas pu lister et récupérer dans la cohorte ICAR, notamment la question du cycle hormonal chez la femme, la question de réguler la prise alimentaire ou en tout cas de prévoir une alimentation spécifique avant les prélèvements, et puis la question des traumatismes dans l'enfance, avec l'idée que peut-être, quand on a expérimenté des stress dans l'enfance importants, il y a une sorte de désensibilisation, en tout cas de modification de la régulation du stress qui se fait, et que probablement on fait le lit de maladies psychiatriques ultérieures. En revanche, on a essayé d'identifier des facteurs de confusion qui sont plus liés à la question du cycle nictéméral, puisque ça nous semblait être un facteur important de confusion qui n'était pas forcément listé dans la littérature, et pour lesquels on avait 110 patients qui avaient la chance d'avoir eu 4 mesures au cours de la journée, au réveil, à 9h le matin, le midi et à 5h l'après-midi. Alors, pour vous montrer un peu les graphes, ça c'est la représentation de l'ensemble des individus qu'on a réaxé en fonction de leurs heures de prélèvement. Donc là, on ne voit absolument rien, parce que évidemment, toutes les courbes se superposent. Et quand on fait des modèles d'équations structurelles, et c'est, je remercie au passage Yannick Morvan qui m'a aidé à comprendre ça, quand on fait des modèles d'équations structurelles, en fait, on obtient, si on simplifie de manière linéaire, 3 profils de cortisol au cours de la journée, soit des gens qui vont avoir une diminution du cortisol, ce qui est un profil ici en bleu qui est normal, c'est-à-dire que c'est des sujets qui sont tout à fait dans un profil classique avec un pic la nuit et puis une diminution dans la journée. Vous avez des sujets qui vont avoir ici un écrasement de la courbe,
c'est-à-dire des sujets qui sont aréactifs au cours de la journée. Et puis vous avez une autre catégorie de patients ici en rouge qui ont une augmentation au cours de la journée. Et d'ailleurs, il y a des facteurs confondants puisque on n'arrive pas, il n'y a pas de différence entre les patients, les contrôles, les sujets à risque entre ces trois courbes. Par contre, il y a des différences de sexe. Par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont ici une courbe qui monte au cours de la journée. Et probablement qu'on est en train de mesurer ici des décalages de phase, c'est-à-dire des gens qui se réveillent en fait à des heures où ils devraient dormir et inversement. Et donc en fait ça c'est un autre facteur de confusion évident puisque quand on mesure le cortisol à 9 heures, on n'est pas tous levés à la même heure, on n'est pas tous au même stade de sécrétion de cortisol. Alors, du coup, ça nous conduit à avoir des résultats non significatifs dans la corticare, même si on corrige par tous les facteurs de confusion, probablement parce qu'il y a d'autres facteurs de confusion qui ne sont pas contrôlés dans l'environnement. Et donc, une des façons qu'on avait ensuite de poursuivre ce travail, c'était de compléter ces données-là par une analyse, par une méta-analyse des données de la littérature. Alors pour ça, on a fait des contrôles versus des sujets à risque, des contrôles versus des sujets premier épisode, et puis on a essayé de comparer des sujets à risque avec ceux qui ont fait des premiers épisodes psychotiques, sachant que dans les données de la littérature, il y a uniquement notre cohorte qui permet de faire cette comparaison, il n'y a pas d'autres éléments publiés qui permettent de comparer directement les à risque et les premiers épisodes. Donc voilà le déroulement de la méta-analyse. Ici, on trouve que dans les sujets qui sont à risque versus les contrôles, dans toutes les données, y compris en incluant les nôtres, on a une différence significative en méta-analysant l'ensemble des données de la littérature sur le cortisol basal. Ici, dans les premiers épisodes, on échoue à montrer une différence significative par rapport à des contrôles, probablement parce que les premiers épisodes sont énormément médiqués avec des antipsychotiques ou des antidépresseurs qui diminuent très nettement le taux de cortisol basal. Et puis ensuite, on a fait une comparaison indirecte, on a essayé de comparer les à risque et les premiers épisodes, mais là aussi, on a échoué à trouver une différence significative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à montrer que plus la maladie s'aggrave, plus le cortisol se dérégule, et donc avoir comme ça un facteur, on va dire, de plausibilité, ou en tout cas de meilleure compréhension de cette dérégulation et de l'apparition de la maladie. Alors, ensuite, on s'est dit, est-ce que finalement, on n'explique pas bien la physiopathologie avec le cortisol, mais on pourrait peut-être utiliser le cortisol comme un biomarqueur. Ça, par exemple, dans l'étude de la cohorte américaine, la NAPS, ils ont sélectionné avec des hypothèses a priori une centaine de marqueurs, et puis ils ont fait tourner des algorithmes de prédiction de la transition psychotique, et puis ils ont identifié on va dire des molécules dosées qui sortaient pour pouvoir prédire cette transition. Alors là, par exemple, vous avez le cortisol apparaît seulement ici, vous voyez, donc sur toutes les analyses qu'ils ont faites, c'est des permutations, il apparaît que 50 fois, c'est-à-dire que le cortisol apparaît moins que la TSH, par exemple. C'est-à-dire que la TSH prédirait mieux que le cortisol l'évolution des sujets. Ça n'empêche pas que les Américains, notamment, continuent à prendre ce taux de cortisol basal et à essayer de montrer qu'il a une valeur prédictive, notamment ici, comme dans cette étude-là, qui date déjà de 2013. Des sujets qui sont pris initialement auraient un taux de cortisol plus bas, selon s'ils sont contrôle ou s'ils sont à risque, mais en rémission à la fin de l'étude. Par contre, si vous avez un taux de cortisol initial qui est plus élevé, vous allez soit rester symptomatique, soit avoir une progression de vos symptômes, soit carrément faire une transition psychotique. Ça, c'est un article de 2013 qui semble effectivement très prometteur sur l'utilisation de cortisol comme biomarqueur. Mais en réalité, si dans notre cohorticare, on n'a pas du tout ces résultats-là, mais si en plus on méta-analyse l'ensemble des données de la littérature avec 4 études, là on n'a aucun élément pour affirmer que le cortisol serait un biomarqueur prédictif de l'évolution vers la psychose. En tout cas, le cortisol basal, c'est-à-dire pris en un seul temps donné le matin. Alors, en conclusion, on a un rôle très complexe du cortisol dans la physiopathologie de la psychose. On a vu que chez les schizophrènes, chez les sujets à risque, on avait montré qu'il y avait un taux de cortisol basal plus élevé que chez des contrôles. Mais il n'y a pas d'intérêt à le doser en termes de biomarqueurs prédictifs. La réalité, c'est qu'il y a peut-être une hétérogénéité très importante en termes de maladies psychiatriques, comme vous le soulignez juste avant, et juste probablement que le cortisol peut correspondre à des maladies plus hormonales qui auraient des expressions psychiatriques.
Et puis probablement qu'il faut développer des tests beaucoup plus complexes, comme on a eu l'occasion d'en discuter hier, avec probablement des modifications hormonales qui sont pas sur un seul temps, mais plutôt longitudinales, ou alors coupler plusieurs marqueurs de stress, parce qu'il y a probablement des shifts qui se font au cours de l'évolution. Et puis finalement, on n'est pas juste sur une seule mesure d'un seul marqueur, qui serait une vision très réductrice. Et on irait beaucoup plus vers une vision plus intégrative, avec une sorte de connectomique, c'est-à-dire en fait de prendre en masse les données métaboliques et de les traiter et de voir les interactions qu'il peut y avoir entre différentes données, que ce soit le système redox, que ce soit le système du cortisol par exemple. Probablement qu'on va développer des tests beaucoup plus en termes de réactivité. Ici, vous voyez ce qu'on peut déjà dire ici, des sujets contrôle ici en haut et sujets à risque en bas. On voit qu'il y a des profils différents avec une moindre réactivité. Ça, c'est peut-être une étape supplémentaire pour développer des biomarqueurs. Et puis, ne pas oublier qu'en fait, ce n'est pas tellement le stress périphérique qui nous intéresse, mais le stress autour de la synapse. Et que là, on arrive sur une complexité qui est phénoménale avec à la fois des modifications génétiques, épigénétiques, dans le relargage des neurotransmetteurs, probablement des liens aussi avec d'autres systèmes comme les endocannabinoïdes, le glutamate, le système redox. Et donc finalement, on est dans une sorte de réseau biologique qui est dérégulé à un moment, et ce n'est pas une seule mesure à un instant T qui peut nous permettre de comprendre la difficulté et toute l'hétérogénéité du problème. Je remercie évidemment toutes les personnes qui nous aident dans cette cohorte ICAR.